Merci à l'Institut d'intelligence en données de m'avoir invité pour vous présenter ce qui, j'espère, est un modèle très concret d'utilisation en fait d'intelligence artificielle dans l'analyse de politique publique. On travaille maintenant depuis 2 ans sur l'analyse de mesures de prévention d'inondation. Et on a, si je résume, 2 pôles à l'intérieur duquel on travaille. Le premier étant plus théorique, c'est-à-dire comment l'intervention de l'État ou comment l'État devrait en fait approcher ces problèmes-là. Et sous-entendu, comment départager, par exemple, le rôle du privé et le rôle de l'appareil public dans des questions qui, semble-t-il, deviennent de plus en plus fréquentes. Le deuxième pôle, par contre, est celui que je vous présente aujourd'hui. C'est comment utiliser, dans le fond, des données probantes pour analyser différentes mesures de prévention d'inondation. Alors, on est dans le très concret. Vraiment, là, on regarde ce que des solutions qui ont été développées par des ingénieurs. On essaie de modéliser l'hydrographie de ces solutions-là, les effets sur les niveaux d'eau et bien sûr, comment ça affecte à la fin au bout du compte, les dommages quantifiables que des inondations pourraient faire sur différents segments d'une économie. Alors, c'est on pourrait se demander, dans le fond, parmi les 4 grands thèmes suivants, là, lesquels sont les plus appropriés pour prévenir les effets d'inondation. Et notez que je parle de prévenir les effets, je ne parle pas nécessairement de prévenir les inondations, mais beaucoup plus, dans le fond, dans la prévention de dommages ou la compensation de dommages, si jamais c'était des mesures les plus appropriées. Alors, vous pouvez penser à des mesures structurelles, des barrages, des digues, creuser une rivière, des milieux humides ou des dérivations qui permettent en quelque sorte à la nature d'absorber des excédents d'eau qui pourraient se produire. La réglementation, alors tout simplement interdire les gens de pouvoir s'installer à certains endroits, par exemple le long d'un cours d'eau qui pourrait être jugé potentiellement dangereux, ou l'assurance, alors la compensation une fois que le dommage s'est produit. Et je vous dirais que ce qu'on regarde jusqu'à maintenant dans nos analyses, les 2 derniers nous semblent les mesures les plus probantes, c'est-à-dire les plus intéressantes, à tout le moins pour prévenir les effets d'inondation. Et on va détailler l'intuition de ces choses-là dans quelques instants. On va regarder ça en fait ensemble. Ce sont des résultats préliminaires et peut-être devrais-je dire en fait, ce sont des résultats qui datent d'il y a environ 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé dans nos travaux depuis, mais puisque ces travaux-là sont encore en fait en discussion au sein d'une étude qui va impliquer des décisions de différents paliers de gouvernement, on préfère à ce stade-ci rester plus prudent là, puis ne pas trop en discuter largement. C'est notamment enregistré ici. Alors, on essaie de prévenir ce qu'on appelle dans le langage économique des délits d'initiés pour influencer peut-être, qui pourraient peut-être influencer les marchés. Alors, contexte, on travaille sur la rivière Saint-Jean-sur-Richelieu, donc tout le bassin versant du lac Champlain et de la rivière. Il y a eu de sévères inondations en 2011. Il y en a eu d'autres, peut-être pour les plus jeunes, en 1976, si je ne m'abuse aussi, dans la chronologie de l'hydrographie ou de l'hydrologie, ce n'est pas des périodes de temps qui sont si longues que ça. Si bien que certains, lorsqu'on parle dans certains secteurs d'ingénierie, on a tendance à qualifier ça de fréquent, des inondations fréquentes. Et bien sûr, 2011 a ramené la question des inondations à l'avant-plan sur le plan des politiques publiques, si bien que plusieurs paliers de gouvernement ont commencé à se pencher plus sérieusement à la manière de travailler ces questions-là. Le bassin versant, si je résume, regroupe New York, le Vermont et le Québec. Donc, vous voyez que c'est un enjeu international. Si on change l'hydrographie, par exemple, le long de la rivière Richelieu, de toute évidence, ça peut avoir des impacts chez nos voisins au sud, si bien qu'il y a des traités internationaux, en fait, qui gèrent la façon dont on change les cours d'eau ou on modifie les cours d'eau, de manière à s'assurer, bien sûr, qu'il n'y ait pas de dommages indus ou d'externalités indues sur notre juridiction voisine et vice-versa. Donc, c'est un enjeu international. C'est un enjeu qui, en fait, est traité par la Commission mixte internationale. Alors, c'est l'organisme public qui a été fondé
par les deux gouvernements fédéraux, donc américains et canadiens, pour la gestion des cours d'eau. Alors, tout ce qui traverse une frontière, si je résume, est géré par la Commission mixte internationale, qui relève d'un conseil d'administration, qui a plusieurs études des groupes techniques. Alors, il y en a qui travaillent sur les Grands Lacs, sur des rivières, sur le fleuve et ainsi de suite. Et nous sommes l'équipe d'analyse de politique publique, si je résume, spécialisée à l'étude du lac Champlain. C'est une première que c'est fait. Généralement, ce n'était que une approche d'ingénierie, si je résume, à l'étude des différentes mesures d'intervention. Mais voyez donc qu'on a le groupe FMMM, là, si je résume, qu'on pourrait résumer comme un groupe de un peu de lead, de gestion d'équipe, de gestion des autres groupes et aussi de propositions de solutions. Alors, ce sont eux là, qui organisent en quelque sorte le reste des groupes. Le groupe de réponse, qui est un groupe, si je résume, de simulation et d'analyse d'effets indirects. Alors, vous allez voir qu'on travaille énormément avec le groupe de RR, en fait, parce qu'on a justement des travaux de simulation et de modélisation qui sont sur les dommages, sur la prévention de dommages. Et puis, les responsables, on les appelle HHM entre nous, les responsables, en fait, de la modélisation de l'hydrologie. Alors, c'est littéralement des ingénieurs spécialisés dans les cours d'eau. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent ça, là, pensez Navier-Stokes et ainsi de suite, là, vraiment comment un fluide, en fait, se propage le long d'une rivière et très certainement, c'est une discipline que je laisse à d'autres. Et puis, il y a nous, donc social, politique et économique. Vous comprendrez que moi, je suis dans le politique, dans le économique. Et j'ai en fait plusieurs collègues, donc notamment une autre collègue à l'ENAP, Marie-Christine Terrien, qui gère le groupe social, politique et économique et qui font de l'analyse, par exemple, de l'acceptabilité sociale de différentes mesures, à quel point ça pourrait affecter différentes populations ou sous-groupes, ou même à quel point une solution est politiquement acceptable. Alors, pour la petite histoire, en 1976, la CMI avait recommandé des mesures d'intervention qui ont été tablettées. Alors, qui ont tout simplement, les gouvernements les ont pris, les ont mis sur une tablette et ça n'a jamais été mis en œuvre. Et ben, si on se préoccupe des résultats, si on se préoccupe de changer le monde pour avoir un effet concret, faut aussi, en fait, avoir des préoccupations pour la classe politique, si je résume, ou s'assurer qu'ils ont l'espace pour mettre en place une mesure qui puisse être politiquement faisable, en quelque sorte. Et donc, des fois, ça rend cynique un petit peu, mais si on s'oblige, on se donne une éthique de résultat, là, on a l'obligation, en quelque sorte, de penser à ces questions-là. Donc, 60 à 70 personnes dans l'étude, c'est énormément de gens. C'est des grandes messes. Je vous dirais pré-pandémie, c'était des salles pleines de gens qui se parlaient pour discuter de ces choses-là. Et vous pouvez imaginer tous avec des intérêts ou des conceptions contraires de ce qui pourrait être une politique publique intéressante. Donc, c'est aussi un défi de gestion et d'organisation et que je dirais gentiment que je laisse à d'autres aussi. Donc, nous, on se concentre sur l'analyse bénéfice-coût. Alors, dans son expression la plus simple, là, on mesure les coûts d'une mesure, on évalue les bénéfices d'une mesure et puis on compare. L'idée étant que si les bénéfices sont plus élevés que les coûts, ça coûte bien sûr moins cher de mettre en œuvre la mesure que de payer pour les bénéfices eux-mêmes. Et on peut ensuite, avec plusieurs mesures, on peut bien sûr comparer les mesures, les bénéfices et les coûts des différentes mesures, une à la suite de l'autre, pour tenter de voir s'il y a une mesure plus performante qu'une autre, par exemple. Alors, dans le contexte de l'étude, il y a 4 composantes majeures. Les bénéfices dégagés par une mesure d'atténuation. Pour fixer les idées, là, pensez à on construit un barrage ou on construit une digue, peu importe. Et puis, évidemment, par la suite, là, les niveaux d'eau pendant une inondation se retrouvent moins élevés et donc les dommages se retrouvent plus faibles. Alors, à quel point les dommages sont plus faibles? On va quantifier ça comme les bénéfices dégagés. Et je vais détailler là, les bénéfices un petit peu plus large, un petit peu plus loin, là, comment on évalue ça, mais conceptuellement, c'est ça que ça veut dire. Les probabilités d'occurrence de ces bénéfices, alors c'est une grande vérité de la business des inondations, là, si je résume. Il y a beaucoup de petites inondations, donc des inondations avec peu de dommages qui sont très fréquentes et des inondations dommageables, mais qui sont moins fréquentes, du moins sur une échelle de 50 ans. Alors, comment concilier ces arbitrages-là? Bien sûr, on évalue beaucoup de dommages peu fréquents ou
peu de dommages, mais très fréquents. Donc, on évalue dans le fond les dommages espérés, donc une mesure quantifiée par la moyenne, si vous préférez, et les coûts de mise en œuvre des différents projets. Alors, c'est quoi le mètre cubique? Le coût du mètre cubique de béton, là, si on va très, très concret, pour construire une digue ou un barrage, et ainsi de suite. Puis ensuite, les techniques standards d'actualisation de valeurs monétaires, de flux monétaires, l'effet du temps. Les projets durent sur généralement 50 ans ou 60 ans. Comment, dans le fond, s'assurer qu'on mesure des dollars d'aujourd'hui avec des dollars d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, c'est lorsqu'on embarque dans ce type de travail-là de manière sérieuse pour différents appareils publics, ce sont des assises méthodologiques qui sont réglementées. Alors, on ne peut pas choisir, par exemple, un taux d'actualisation complaisant qui va faire en sorte qu'une mesure peut paraître favorable lorsqu'on la calcule. Généralement, soit le Conseil du Trésor, dans ce cas-ci, le secrétaire fédéral au Conseil du Trésor fournit une réglementation sur la manière de présenter les informations, un peu comme des bilans comptables, si on veut. Et c'est la même chose aux États-Unis. Et pour rendre notre tâche facile, ce ne sont pas les mêmes réglementations. Alors, évidemment, il faut présenter l'information de manière différente selon qu'on s'adresse au gouvernement américain ou qu'on s'adresse au gouvernement du Canada. Mais donc, il y a un petit peu comment je dirais ça, d'acrobatie techniques qui sont à tenir en compte dans la façon de présenter ces choses-là. Alors, une autre façon peut-être de réfléchir au ratio, en fait, à l'analyse, la comparaison des bénéfices ou des coûts va être aussi une qui se connecte directement, en fait, lorsqu'on pense à des mesures techniques, là, barrage, digue, et ainsi de suite, va se comparer à la compensation financière. Alors, si les coûts d'un projet, pensons une digue ou un barrage, coûtent plus cher que la valeur espérée du projet, en première approximation, la valeur espérée du projet, c'est une bonne mesure du coût des assurances. Et donc, c'est aussi une indication implicite qu'on devrait commencer à non pas réfléchir à des mesures techniques ou des mesures d'ingénierie, mais beaucoup plus commencer à réfléchir à des moyens de compensation. Et là, bien sûr, il y a des ajustements à faire à ce réflexe-là, là, c'est-à-dire une maison détruite mais compensée, ce n'est pas la même chose que pour une personne, là, qu'une qualité de vie ou une garantie qu'une maison perdure pour les prochaines années. Mais la première intuition qu'on devrait avoir sur le plan du calcul, c'est que si les valeurs espérées sont plus élevées, c'est probablement un signe assez fort que l'assurance est une approche plus attrayante, du moins du coup, quand je précise, du coup de l'évaluation, du coup sur l'angle de l'analyse économique. Pardon. Alors, on a présentement plusieurs mesures qui sont étudiées. Alors, je vais présenter d'abord la diversion du canal de Chambly. On évalue également l'excavation de la rivière. On évalue les milieux humides, donc l'ajout de milieux humides, et on évalue également l'assurance. Et je vais me concentrer aujourd'hui sur la diversion du canal de Chambly et vous montrer en fait comment justement la méthodologie qu'on a développée, la méthodologie de modélisation s'applique en fait à cette étude-là. Donc, qu'est-ce que c'est la diversion du canal de Chambly? C'est une mesure d'ingénierie qu'on pourrait qualifier active. C'est littéralement ajouter des portes à l'entrée et à la sortie du canal de Chambly où on accélère ou on ralentit les cours d'eau, en fait, selon justement les conditions hydrologiques de la rivière. Et précisons, l'anticipation que l'équipe de gestion va avoir sur les potentielles inondations à venir. Alors, une mesure active, quand on réfléchit en termes de politique publique, ce n'est pas que de l'ingénierie, il y a aussi toute une technique de prévision qui doit venir avec ça pour avoir en fait une logique performante d'ouverture et de fermeture des portes. Et donc, là, rapidement, vous devriez commencer à vous dire qu'il y a de la grosse modélisation statistique derrière ça sur comment anticiper en fait s'il peut y avoir une inondation ou non. Et de toute évidence, ce n'est pas une science exacte. Alors, on peut faire des erreurs de type 2, c'est-à-dire ouvrir les portes puis qu'il n'y a pas d'inondation, ou peut-être plus grave, des erreurs de type 1, les portes restent fermées puis il y a une inondation. Alors, vous voyez un peu déjà l'arbitrage des risques en lien avec la modélisation qui pourrait être à faire sur ces choses-là. Puisqu'on est dans une étape préliminaire d'évaluation des projets, ici, on est allé avec une approche que je qualifierais d'optimiste. C'est-à-dire que dans nos modèles de simulation, on présume que l'anticipation en fait des inondations est parfaite. Alors bien sûr, ça n'a aucun sens en pratique, mais l'argument est le suivant, c'est-à-dire que si on a à l'intérieur de ces conditions-là
des indications assez claires, même avec cette anticipation-là parfaite, que la mesure n'est pas rentable, que la mesure n'est pas payante en quelque sorte, ça voudrait dire que même dans une analyse où on raffinerait en quelque sorte les techniques de prévision, on ne ferait que détériorer la valeur espérée de la mesure et conséquemment, on pourrait disons, avec un bon degré de confiance, on peut rejeter la mesure comme étant probablement pas performante si on développait des analyses plus importantes. Alors, vous voyez qu'il y a une dimension là, de coût d'analyse et de coût de gestion de projet. Là, on n'est pas dans le développement d'une modélisation pure et parfaite. C'est vraiment, avec les budgets qu'on a puis les objectifs qu'on a, on essaie de répondre aux questions de politique publique de la manière la plus, bien sûr, fondée et probante possible, mais bien sûr en tenant compte du fait qu'on nos différents paliers de gouvernement n'ont pas, bien sûr, des budgets limités. Alors, on travaille dans ce cadre de modélisation sous contrainte budgétaire, je dirais. Voilà pour ça. Nos probabilités d'occurrence, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant, je dirais, sur le plan de la modélisation puis de l'utilisation de données massives. C'est un défi, je dirais, ça a été un défi computationnel puis un défi d'estimation. Fait on va regarder ça ensemble. Commençons par préciser le paradigme à l'intérieur duquel on fonctionne. L'idée clé est que c'est le niveau d'eau maximal qui est la statistique importante pour fin d'évaluation des dommages. Alors, pensons à ingénierie, là, ce n'est pas la pression qu'on peut exercer sur un bâtiment, ce n'est pas la quantité d'eau déplacée, et ainsi de suite, c'est littéralement le niveau d'eau maximal. Et cette prémisse-là, en fait, repose sur des analyses statistiques préliminaires qui montrent qu'il y a un lien assez fort, en fait, entre pour ne pas dire presque parfait, là, entre les niveaux d'eau et, bien sûr, les dommages qui sont mesurés. On travaille dans un paradigme de stationnarité statistique, c'est-à-dire qu'on présume que la série chronologique de niveau d'eau n'a pas de propriétés statistiques qui sont fondamentalement différentes dans 50 ans qu'aujourd'hui. Alors, pas de changement climatique. Si vous voulez là, une réflexion là, un peu... je fais exprès là, de choquer un petit peu en disant ça, mais on a analysé en fait l'effet potentiel des changements climatiques sur la stationnarité des niveaux d'eau. Et non seulement on n'arrive pas à des résultats probants, on n'arrive pas à trouver en fait un pattern très clair, mais il y a aussi de la littérature beaucoup plus développée sur l'effet des changements climatiques sur les niveaux d'eau qui prédisent en fait des effets contradictoires. Alors, on a préféré rester ici sur une hypothèse de stationnarité qui revient à dire, dans le fond, les patterns de niveau d'eau qu'on a vus dans les dernières années représentent ce qu'on pourrait observer dans l'avenir. Et là, je précise, quand je parle de pattern, j'y pense en des termes statistiques. Hein? Une série stationnaire là, ça pourrait être un lancer de 25 cents. Hein? On sait que si ça reste dans le temps similaire, on va toujours avoir une chance sur deux d'avoir pile ou face, mais ça ne veut pas dire qu'on aura nécessairement la même séquence de pile ou face. Right? La stationnarité, c'est sur la distribution statistique et non sur les patterns eux-mêmes. Et on présume en fait d'un paradigme d'estimation en série chronologique. Alors, on modélise les niveaux d'eau, le niveau d'eau maximal comme étant une séquence de 48 constantes qui, elles, sont stationnaires dans le temps. Pensez à ça comme des effets moyens. Que sont ces 48 constantes? Ben, ce n'est tout simplement qu'une décomposition appuyée sur la fréquence des données qu'on a. On a 48 quarts de mois, en fait, dans nos données, nos séries chronologiques. Et donc, chaque quart de mois est modélisé avec sa propre constante sur les 50 années d'observation qu'on a. Et ensuite, on mesure les déviations à ces moyennes-là, les déviations à ces patterns-là à partir des erreurs passées de modélisation. Donc, on se dit, l'idée un peu est la suivante, c'est que s'il y a eu un écart important de modélisation à la période précédente, probablement que cette erreur-là va se reproduire à la période subséquente. Et donc, on utilise cette information-là, dans le fond, pour améliorer notre performance prévisionnelle à travers ce cadre d'estimation-là. Ça fonctionne assez bien. Le pattern, les séries chronologiques, alors moi je suis économiste, là, les séries chronologiques, normalement on voit ça dans l'analyse de marchés financiers.
Et je vous dirais à la blague la chose suivante, c'est que si les marchés financiers étaient aussi faciles à prédire que les niveaux d'eau, on aurait très certainement des fonds de retraite qui seraient différents de ceux que nous avons présentement. Ça fonctionne assez bien. Donc, on a, là, évidemment, je vous montre un seul point de données. Là. Pensez qu'on en a plus ou moins 7000, mais on arrive à reproduire en fait assez bien les patterns qui sont observés dans les années précédentes et notamment, prenez la peine de constater ça, c'est-à-dire les années comme 2011, vous voyez l'eau de pic en 2000, fin 2014, représentent en fait, sont assez bien représentés par les modèles simulés. La seule nuance que je vais apporter ici pour ceux qui ont peut-être une conception plus fine de série chronologique, c'est que c'est des bonnes prévisions pour reproduire à l'intérieur de l'échantillon. Alors, si on est pour produire à l'extérieur de l'échantillon, c'est-à-dire faire une prévision dans le futur, en quelque sorte, on aurait toujours un petit décalage entre la période future et la période réelle, tout simplement par la construction statistique qu'on emploie. Là, on se base sur le passé, donc évidemment, il y a toujours un petit décalage dans nos prévisions, mais si notre objectif, c'est de reproduire la distribution et les patterns pour les appliquer en quelque sorte à travers des simulations dans les années ultérieures, c'est parfaitement fonctionnel. Et on obtient en fait, ça c'est quelque chose de nouveau aussi dans la littérature qu'on n'a pas observé en fait jusqu'à maintenant, c'est que les patterns d'eau, lorsqu'on tient compte en fait des corrections de prévision sur les valeurs passées, génère une distribution statistique en fait assez bien connue et assez facile à manipuler. Donc, on pourrait se dire, là, si on s'en allait dans une frontière, on traversait la frontière, on s'en allait dans des travaux plus théoriques, on pourrait facilement commencer à modéliser ces patterns-là avec une distribution relativement connue. Enfin, connue des statisticiens. Là, je ne pense pas que si on demande aux voisins c'est quoi une distribution symétrique de Laplace, il va vous répondre ce que c'est, là, mais vous voyez un peu l'idée. Il y a des formules pour ces affaires-là. On est capable de simuler ça assez bien. Et ce qu'on fait après ça, c'est qu'on construit 4000 occurrences aléatoires par point d'eau. Alors, rappelez-vous, on a 7000 points d'eau, 7000 endroits là, à travers lesquels on mesure les niveaux d'eau et les cours d'eau. Et on simule 4000 fois, en fait, des sélections aléatoires de la distribution statistique des innovations ou des erreurs, en quelque sorte, que vous venez de voir, pour produire une distribution spatio-temporelle des niveaux d'eau. Alors, vous voyez qu'on a la médiane, les marges d'erreur à 95 %, c'est-à-dire qu'à 95 % du temps, les niveaux d'eau sont à l'intérieur de l'espèce de couleur orange brûlée là, ou gris foncé si vous êtes daltonien, là, mais les marges intérieures en quelque sorte. Puis les marges extérieures avec les pics, ce sont les minimums et les maximums observés à travers nos simulations. Et tout de suite, vous pouvez commencer à réfléchir à l'information qui est présentée là parce que les marges d'erreur à 95 % ou les écarts de niveau d'eau où 95 % du temps se retrouvent les niveaux d'eau, vous voyez qu'ils demeurent assez serrés à la moyenne. Et donc, commencer à réfléchir en termes de dommages très coûteux, mais qui sont peu fréquents. On peut voir en fait que les inondations fréquentes, là, ce qui est à l'intérieur des bandes, les variations de niveau d'eau sont très, très faibles, donc qu'il n'y a pas nécessairement des dommages importants 95 % du temps. Alors, c'est assez intuitif aussi, là, on ne se lève pas chaque matin avec des inondations, mais on a ici, dans le fond, une mesure quantifiée de tout ça. Alors, évidemment, on ne fait pas ça à la main. Hein? Estimer des modèles comme ça, on a 7000 points de données qui sont géolocalisés. Ça, c'est l'équipe de RR. Là, je parlais de l'équipe de représentation ou de modélisation des ressources qui nous fournissent ces informations-là. Et nous, on estime en fait les 7200, si je me rappelle bien, les 7200 modèles statistiques, un à la suite de l'autre, en fait, sur ces points de niveau-là, à travers, en fait, les 50 données fois 48 quarts de mois, 50 années fois 48 quarts de mois pour chacun de ces points-là. Alors, on ne fait pas ça à la main et c'est un défi computationnel, c'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi aussi à la structure des modèles qu'on pouvait employer pour garantir un temps d'exécution qui était relativement, je veux dire, abordable. On a pensé d'abord à des modèles plus avancés ou plus développés pour rapidement se rendre compte que les temps d'exécution étaient tout simplement trop longs pour être d'une quelconque utilité pratique. Alors, on les a laissés de côté. Alors,
O de N, là, ou en fait P versus NP, s'il y en a qui font de la science informatique, c'est un enjeu concret ici. Il faut qu'on regarde en fait comment on évalue en fait cette affaire-là de manière à ce qu'on calcule nos modèles de manière relativement rapide. On n'a pas travaillé sur des machines si performantes que ça, pour être franc. On aurait peut-être pu améliorer le temps d'exécution un peu plus si on avait choisi des appareils un peu plus coûteux. Mais bon, vous connaissez le fondamental. Ce n'est pas la puissance du processeur qui détermine le temps d'exécution, du moins le nombre d'étapes. Right? C'est plutôt l'algorithmique. Et donc, choisir les modèles a été un enjeu, vraiment un enjeu concret de comment on rend ça performant sur le plan des opérations, puis tout en informant en quelque sorte la question originale qui est de quelles mesures sont les plus intéressantes. Alors ça, c'est intégralement les efforts de l'ENAP. C'est un code qui a été développé, je me rappelle bien, là, c'est quelque chose comme 2000 lignes de code, là, en incluant toutes nos mesures d'évaluation de dommages, qui nous permet en fait de générer les distributions stochastiques de dommages pour chacun des points le long de la rivière. Alors, il y en a qui sont familiers, là, j'imagine que vous reconnaissez à droite là, du Python et on travaille avec Matplotlib et puis on travaille avec les pandas. Il n'y a rien de techniquement parfait. Il n'y a rien de techniquement là, quelque chose de novateur. Là. On emploie des solutions open source là, qui sont disponibles à n'importe quelle personne qui connaît un petit peu les paradigmes de programmation. Donc, bénéfices dégagés. Comment est-ce qu'on mesure ça? Évidemment, on évalue, en fait, c'est pas compliqué, là, si vous pensez à l'équipe d'hydrologie, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont évaluer comment les cours d'eau se comportent avec la mesure proposée par l'équipe d'ingénierie, donc ici la diversion du canal de Chambly, et ils vont l'évaluer sans. Alors, c'est aussi basique que ça, on va comparer la différence dans les dommages avec ou sans la mesure d'intervention qui est mise de l'avant. De ça, on va dégager une différence de dommages causés, en fait, une distribution statistique de différence de dommages causés entre les deux approches. Et ça va nous permettre donc de construire une distribution statistique de prévention de dommages, ce qu'on évalue comme étant, bien sûr, les bénéfices. Alors, si vous suivez, on a un modèle de construction des niveaux d'eau, du niveau d'eau maximal. Là, ce qui manque, l'ingrédient qui manque, c'est quelque chose qui convertit le niveau d'eau en dommages. Et c'est là, en quelque sorte, que le modèle, disons, s'éclate ou prend plusieurs formes différentes et a aussi été, je dirais, la contribution de plusieurs personnes différentes dans l'équipe. Il y a plusieurs, en fait, dommages qui sont évalués. Juste pour être clair, là, avant, sur les simulations de patterns de niveau d'eau, c'est un logiciel qui est présentement développé par le gouvernement du Canada, donc Environnement Canada, qui s'appelle IC, là, les modèles intégrés d'analyse socio-économique et environnementale. Donc, nous, on a développé des fonctions de dommages qui sont intégrées à ça aussi. Et du point de vue du gouvernement, bien sûr, ça permet de faire des simulations en temps réel sur différentes couches de données comme ça. Cela dit, nos évaluations stochastiques, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est en quelque sorte à l'extérieur d'IC. IC fonctionne dans un environnement là, parfaitement prévisible, en quelque sorte. Ce qui lui procure des avantages, très certainement, mais qu'on pourrait aussi critiquer. Si on pense aux 50 prochaines années, bonne chance à ceux ou celles qui prétendent prédire parfaitement les niveaux d'eau. On a ici une approche un petit peu plus humble sur nos capacités prédictives, en quelque sorte. Toujours est-il qu'on travaille avec eux. Ils nous fournissent en quelque sorte nos intrants en termes de niveau d'eau, puis de matériel pour faire nos simulations stochastiques, si je raisonne. Et donc, si on commence à réfléchir aux bénéfices dégagés, bien sûr, on n'a pas des budgets infinis. Il faut réfléchir à où est-ce qu'on consacre nos efforts de modélisation. Et voyez qu'on a en fait tiré là, des inondations de 2011, 82% des dommages proviennent en fait du secteur résidentiel. Ensuite, là, un 15%, en fait 16% de ce que je pourrais appeler, qu'on pourrait appeler l'économie entrepreneuriale, le secteur industriel, commercial,
les organisations. Puis là, vous voyez, bon, en fait, public et parapublic. Et puis un 2% sur l'agriculture. Alors, bien sûr, si on se demande à quel endroit il faut être le plus, réfléchir le plus, en fait, à l'impact des niveaux d'eau sur les dommages, bien sûr, la première priorité va être sur le secteur résidentiel. Et ensuite, on va consacrer des efforts, mais des efforts moindres sur ce qu'on pourrait appeler le secteur, là, comme je dis, l'entreprise ou le parapublic. Et donc, cette espèce de pie chart-là, là, peut-être un peu plus détaillé dans les faits, là, nous a donné un guide implicite sur comment réfléchir aux différentes questions. Et pour l'évaluation, en fait, des dommages résidentiels, c'est l'équipe de Bernard Doyon. Donc, Bernard, il travaille au Garde-Côtes du Canada. Qui a développé le projet en fait sur l'estimation entre les dommages qui ont été déclarés après l'inondation de 2011 et la hauteur de submersion, donc le niveau d'eau. Pardon. Comme ça. Il a développé en fait 12 fonctions de dommages. C'est une première au Canada en termes d'estimation de la sorte. Vous avez un exemple d'analyse dans le petit graphique en bas à droite. Là. Il y a eu 2 techniques d'estimation en fait qui ont été faites pour développer correctement cette mesure-là. La première a été une mesure directe. Alors, le gouvernement a littéralement embauché des arpenteurs pour aller voir c'est quoi la hauteur de submersion des bâtisses les plus critiques. Là, on a une classification des bâtiments. C'est niveau 1, là, les plus à risque, niveau 2, un peu moins à risque, niveau 3, ainsi de suite. Et pour les niveaux 1, littéralement, des arpenteurs sont allés mesurer les hauteurs de niveau d'eau pour s'assurer qu'on ait vraiment une mesure exacte. Des hauteurs de submersion des bâtisses. Évidemment, ça coûte extrêmement cher. Alors, on a aussi développé, l'équipe à Bernard a aussi développé, je vais préciser, des méthodes d'estimation par radar ou LIDAR, en fait, ou tout simplement l'équivalent d'un camion Google Maps, là, si je résume, se promenait dans les rues puis mesurait à distance la hauteur du pas des portes à travers un système de détection et de balayage, en fait, des bâtisses. Alors, il y a toute une technique aussi derrière ça d'ingénierie que je m'assure, je vais demandez-moi pas de questions là-dessus. C'est l'équipe à Bernard qui a fait ça. Mais toujours est-il qu'ils ont, à partir de ça, été capables de mesurer en fait des fonctions d'évaluation de dommages, donc un pourcentage de taux d'endommagement en fonction de la hauteur de niveau d'eau, comme ça. Pour l'évaluation des dommages industriels, commerciaux et parapublics, je dirais, on a travaillé sur des courbes synthétiques. Alors, on s'est inspiré de travaux américains et à l'ENAP, on les a adaptés en fait au contexte canadien. Et c'est de l'estimation très, très simple de relation, encore une fois, entre le niveau d'eau et les taux d'endommagement. Donc, pour tout ce qui est structurel, là, si je résume, pensée bâtisse, là, que ce soit un édifice public ou une maison résidentielle, c'est vraiment une logique très, très simple, une courbe concave ou une courbe convexe initialement, mais concave ultimement, qui guide en quelque sorte la construction de ce type de paramétrisation-là de dommages. Il y a 2 points additionnels, par contre, qui sont un petit peu différents. C'est l'évaluation des pertes de profit et l'évaluation des dommages matériels, c'est-à-dire le contenu de la bâtisse. Puis il y a d'autres dommages là, que je n'ai pas cités là, mais qui sont des dommages socio-économiques qui ont été développés en fait par un autre groupe aussi, qui ont un paradigme de modélisation différent, qui est beaucoup plus en lien avec la durée de l'inondation. Alors, jusqu'à maintenant, vous voyez qu'on a mis le niveau d'eau maximum, mais notez qu'on a un modèle dans le temps qui nous permet de mesurer pendant combien de temps les inondations perdure. Et le paradigme pour les dommages socio-économiques, donc à quel point on doit être relogé à l'hôtel, par exemple, à quel point est-ce qu'on subit un stress, et ainsi de suite. Tout ça, c'est modélisé dans nos approches, mais qui dépend beaucoup plus de la durée, en quelque sorte, de l'inondation que du niveau d'eau à proprement parler. En fait, vous pouvez penser à un indicateur d'activation, dire à partir d'un certain moment, les gens doivent sortir. Et là, c'est la durée, en fait, de cette sortie-là qui va guider soit la perte de profit ou les dommages associés, les dommages indirects que je peux qualifier, là, qui ne sont pas reliés aux bâtisses à proprement parler. Pour d'autres dommages, on a aussi à l'ENAP eu à développer en fait quelques adaptations. Alors, je pense aux travaux de Rousseau et Savary qui ont été spécialisés
à l'évaluation des dommages agricoles, des pertes agricoles. Et si vous y pensez de manière très intuitive, ce qui est le principal indicateur de la surface des pertes agricoles, c'est le temps, à quel moment se passe, dans le calendrier des récoltes, à quel moment se passe l'inondation, mais de toute évidence, la surface couverte, la surface perdue en termes d'inondation. Donc, on a dû faire quelques adaptations aux travaux de Rousseau et Savary pour ramener ça en quelque sorte en fonction du niveau d'eau. Et donc, tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est de modéliser en quelque sorte le lien entre la surface couverte et le niveau d'eau maximal. Et sans grande surprise, c'est de la géographie assez élémentaire. C'est des fonctions croissantes et généralement quadratiques de l'augmentation en fait de la surface couverte en fonction du niveau d'eau. La seule différence, en fait, pourquoi ça cesse d'être quadratique à un point, c'est qu'évidemment, à un moment donné, il n'y a plus rien à endommager, donc ça stagne ou ça accote à un certain niveau maximal. Donc, ultimement, ce que je vais vous amener à voir, c'est que toutes nos évaluations de dommages sont connectées de manière indirecte à notre modélisation de niveau d'eau. L'estimation des coûts vient de FMMM, donc c'est l'équipe d'ingénierie. Ces chiffres-là ici ne sont plus à jour. Juste pour être clair, là, la mesure de diversion, en fait, a des prix un petit peu plus élevés que ce qui était originellement anticipé. Alors, grande surprise, travaux publics et des dépassements de coûts. Alors, même dans les estimations, ça arrive. Donc, c'est un petit peu différent, là, mais vous voyez l'idée, eux nous évaluent en fait le coût de construction, de gestion et d'évaluation de la mesure d'ingénierie de la diversion à proprement parler. Et nous, on assemble ça en fait avec le reste du modèle. Et donc ici, là, ultra basic, là, c'est un nombre. Dans l'évaluation coût-bénéfice, on fait juste mettre ça en dollars présents, puis on travaille avec ça. Alors, on a une présomption d'anticipation parfaite des inondations. Vous voyez que l'analyse ici présume d'un système de gestion relativement coûteux, là, 400 000 ou 500 000 pour la gestion d'un conseil d'administration. C'est beaucoup d'argent. Alors, nous, on prend ces chiffres-là, on a soulevé ça, en fait, au reste de l'équipe de la CMI. Mais semble-t-il que les estimés sont solides. Alors, en valeur présente, ça génère entre 85 et 107 millions de dollars en coût pour la construction de la diversion. Bien sûr, tout ça, c'est sur papier, hein? Pas de retard, pas de compensation touristique pour ce qui se passe autour. Là. Le canal de Chambly, c'est un lieu touristique aussi. Donc, on peut s'imaginer, bien sûr, que ces choses-là seraient appelées à croître avec l'évaluation. Alors, je vais vous amener à réaliser cette logique-là. On suranticipe les bénéfices, on sous-estime un peu les coûts et donc, on peut s'attendre, je rappelle la logique, que si on arrive à quelque chose qui n'est pas intéressant sur le plan de l'analyse coût-bénéfice, que même si on raffinait ces idées-là pour être un peu plus réaliste, on arrivera en fait à une conclusion qui est encore pire. Alors, vous voyez un peu la construction qu'on est en train de faire sur comment s'en vont les choses, en quelque sorte, en matière de conclusion. Alors, si on évalue l'effet de la diversion, on est bien sûr capable de construire une distribution statistique des dommages. Ici, je ne vous montre que le secteur résidentiel, le 85 que vous aviez dans le pie chart de 2011. Et notez que la différence entre les deux courbes, c'est-à-dire la courbe rouge et la courbe noire, correspond en fait à la différence par probabilité de dommage de dommages réalisés. Et donc, là, si vous me suivez un peu, l'aire sous la courbe représente la valeur espérée des dommages. En fait, l'aire comprise entre les deux courbes représente la valeur espérée des dommages prévenus. Donc, c'est une mesure des bénéfices ici dans le secteur résidentiel. Et là, je vais vous faire un jugement plus d'expérience, parce que si c'est la première fois que vous voyez ça, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux courbes. Ici, c'est une indication, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de variation, en fait, entre le baseline, c'est-à-dire pas de barrage ou pas de diversion, plutôt, et la mesure mise en place. Alors, quand j'ai présenté ça, vous pouvez imaginer à l'équipe, à l'intérieur, il y avait des fans de la diversion, des gens qui étaient vendus corps et âme à la construction de cette mesure-là. Ça a été reçu un peu comme une douche froide. Alors, vous pouvez imaginer aussi que ces gens-là ont consacré beaucoup d'efforts et beaucoup de temps à réviser nos travaux pour vérifier si on avait présenté les choses et fait les choses en bonne et due forme. Évidemment, il faut avoir, en anglais, on dit un thick skin, il faut être fait solide. Là, ça rend les choses parfois difficiles, mais c'est aussi une partie du processus de révision par les pairs.
Et bien sûr, si on a l'ambition, je le répète, de fournir les meilleures décisions possibles pour l'appareil public, c'est bien, en fait, qu'on soit soumis à l'examen des pairs et les gens contre-vérifient ce qu'on fait. Alors, bref, on a eu des conversations intéressantes sur les résultats qu'on a présentés. Et peut-être ce qui est à retenir ici en bas, en fait, c'est que la diversion est la plus efficace à réduire les dommages dans un intervalle de 0,5 millions à 14 millions de dollars. Alors, rappelez-vous le débat là, que je vous disais, là, il y a des grosses inondations qui sont peu fréquentes et il y a des petites inondations qui sont très fréquentes. Dans cette échelle-là, là, de 0,5 à 14 millions de dollars de dommages, on est dans les petites inondations fréquentes. Alors, c'est là que la diversion, en quelque sorte, un impact beaucoup plus que dans le haut niveau. Et une des raisons, rappelez-vous qu'on travaille en valeur espérée, c'est que les probabilités d'occurrence sont tellement faibles que même si les dommages sont très élevés, en valeur espérée, du point de vue actuariel, ça coûte moins cher d'épargner en valeur espérée pour couvrir cet éventuel risque-là s'il se produit que si on a que de dépenser en fait à chaque année pour cette mesure-là avec une probabilité de 100 %. Alors ça, c'est un peu l'idée ou l'intuition en fait de ce qu'on est en train de vous présenter. Et donc, pensons-y, c'est ça. Alors, regardons nos résultats centraux, là, notre document d'analyse centrale ou notre graphique d'analyse centrale, là, si on veut. Sur l'axe horizontal, ici en bas, vous avez vous pouvez penser comme une police d'assurance. Alors, l'échelle horizontale en X, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à acheter en quelque sorte de la prévention de dommages. Et la diversion, si je résume, se retrouve dans la bande autour de 35 millions. Donc, vous pouvez penser comme une diversion, c'est une politique d'assurance où on s'achète annuellement un maximum de prévention de dommages de 35 millions. Comme ça. Donc, 32 à 37 millions, là, c'est évidemment, là, il y a un peu de marge d'erreur parce que selon les niveaux qu'on prend, là, les courbes ne sont pas exactement les mêmes. Sur l'axe vertical, pardon, on a la valeur présente des coûts. Alors, si je résume, sur l'axe horizontal, on a une estimation stochastique des bénéfices et sur l'axe vertical, on a une estimation en valeur présente des coûts. Et pourquoi a-t-on trois zones ou trois régions, en fait, si je résume? Rappelez-vous que je vous disais que les différents gouvernements, le gouvernement américain ou le gouvernement canadien, n'ont pas les mêmes réglementations en matière de présentation d'informations. Alors, si je résume, la courbe en vert pâle, là, la frontière entre le vert pâle et le jaune, ça représente les standards américains. Donc, c'est les standards du United States Government S, là, je me souviens plus, je pense que c'est Services. Et en vert foncé, ce sont les standards qu'on appelle les standards de marché ou un taux d'actualisation du marché qui est beaucoup plus proche des standards du gouvernement américain, du gouvernement canadien, pardon. Et donc, ces deux courbes-là, si on les analyse, nous produisent en quelque sorte quels sont les coûts maximaux du projet qu'on devra avoir devant nous pour s'assurer d'avoir un ratio bénéfice-coût qui est supérieur à 1. Autrement dit, que les bénéfices soient supérieurs à la valeur des coûts. Alors, si on prend les estimés américains, si on est optimiste, là, vous voyez que les Américains, la courbe est plus haute, ça veut dire qu'on a plus de chances, on a plus de capacité d'avoir un projet plus coûteux, en quelque sorte. Donc, un taux d'actualisation de 3 %, ça représente des bénéfices de 18 à 19 millions de dollars. Et donc, traduisez ça en coûts, si les coûts sont supérieurs à 18 ou 19 millions de dollars, c'est que les bénéfices sont inférieurs aux coûts. Alors, on a déjà donc une première indication, une première conclusion, puisque nos coûts estimés de la diversion sont de 85 millions à 107 millions de dollars en tout et pour tout. Alors, bien au-delà des zones qu'on pourrait qualifier acceptables ou même discutables pour les deux gouvernements qui sont impliqués. Ce qui nous a amené, bien sûr, l'équipe économique à ne pas recommander l'emploi d'une diversion. Alors, je vous disais, on a d'autres mesures qui sont en cours d'évaluation. Et bien sûr, précisons également, notre travail, c'est de faire des recommandations. Ce n'est pas nous qui décidons. Alors, ne prenez pas notre interprétation de ce qu'il y en est pour ce que le conseil d'administration de la commission mixte va nécessairement recommander ou faire. Mais bien sûr, vous pouvez vous imaginer que cette étude-là a un impact sur leur prise de décision.
Alors, évidemment, on pourrait se dire, ben là, tout ça, Pierre-André, c'est de la modélisation, c'est du hocus-pocus ou de la magie. Là. Comment tu peux être certain, en fait, que ce que tu présentes et ce que vous présentez est censé? Et c'est là, à partir de là, qu'on fait bien sûr une analyse traditionnelle d'évaluation de nos modèles. On fait de l'analyse de sensibilité, puis on regarde en fait à quel point il faudra avoir tort ou à quel point il faudrait que notre modèle soit complètement, je dirais, déconnecté de la réalité pour changer nos conclusions. Alors, on dit on pense que la diversion, ce n'est pas une bonne idée. À quel point, dans le fond, les coûts devraient changer ou à quel point les bénéfices espérés devraient augmenter pour changer ça. Alors, soit il faut réduire les coûts de 65 millions, ce que je pense qui est la dimension la plus réaliste sur laquelle on peut travailler. L'ingénierie, c'est quelque chose qu'on contrôle. Ou ça prendrait une augmentation des bénéfices espérés, bien sûr, de 65 millions. Alors, si on réfléchit là, en termes de modèle d'inondation à la 2011, là, il faudrait trouver pour 3,2 milliards de dommages oubliés dans nos calculs pour changer notre conclusion. Alors, bien sûr, ça se présume qu'on se concentre sur une seule inondation. Rappelez-vous que je vous ai dit, les petites inondations fréquentes sont plus importantes, mais évidemment, je communique ça pour des fins imagées, c'est pour des fins de communication. Pour dire 2011, il faudra avoir, on avait pour 65-70 millions de dommages calculés en vertu des évaluations gouvernementales qui sont faites. Ça voudrait dire qu'il faudrait trouver 3,2 milliards qu'on n'a pas vu passer en 2011 en dommages. Et bien sûr, l'idée, c'est de communiquer que c'est peu plausible. C'est probablement pas, autrement dit, notre approche n'est probablement pas à ce point-là erronée pour, si elle l'est, bien sûr, pour dire qu'on changerait nos conclusions, même si on creusait davantage. Alors, on nous a aussi posé la question, pourquoi 50 ans sur la durée de vie du projet? On a évidemment essayé sur 100 ans, ce qui est encore plus complaisant ou plus optimiste, et ça ne change absolument rien. Là. Ça n'a pas vraiment de conséquences. Donc, fondamentalement, si je vous fais la conclusion ici sur le plan de l'analyse économique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la modélisation stochastique avancée de niveau d'eau. On a converti ça en évaluation de dommages. On s'est servi de cette modélisation-là pour évaluer, bien sûr, coût versus bénéfice et sur la base de ces choses-là, recommander différentes approches. Ici, je vous en ai présenté une, mais vous pouvez vous imaginer qu'il y en a d'autres sur lesquelles on a travaillé également. Et pour la suite, donc, vous voyez un petit peu une indication de ce sur quoi on travaille présentement, une évaluation plus sérieuse du marché de l'assurance, l'évaluation d'autres mesures structurelles qui sont moins coûteuses. Donc, la diversion qu'on a évaluée coûtait 65 à 85 millions. Là, le signal assez clair, c'est qu'il faut réduire les coûts, il faut travailler là-dessus. Et tout ce que je vous ai présenté, en fait, je précise, c'est de la modélisation qui est faite du côté canadien. Alors, vous pouvez imaginer qu'il y a toujours un peu des retards et du devancement là, dans quel côté de la commission mixte internationale est en avance. Les estimés américains sont encore un petit peu en retard. Là, donc, on va travailler à améliorer ça pour intégrer ça, bien sûr, dans un portrait complet. Une des raisons pourquoi ils sont un petit peu plus en retard, c'est que le gros de l'action en termes de dommages se passe du côté canadien. Alors, la priorité, c'était vraiment d'évaluer là où étaient les dommages, en quelque sorte. Puis là, on est en train, en quelque sorte, de compléter par une deuxième couche de modélisation les morceaux, en fait, les plus importants. Alors, c'est une grosse équipe qui a permis de faire ça. Moi, je vous fais la présentation, là, mais vous voyez en fait la liste complète de gens qui ont contribué de manière directe ou indirecte aux travaux que je suis en train de vous montrer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul à la main. Donc, en particulier, là, je souligne les efforts de Guillaume Dumais, Laurent Gauthier, puis Mathis Alali, Franck Choquagueux aussi, là, qui sont à l'ENAP dans mon équipe de recherche, qui ont contribué, bien sûr, soit au développement du code, à la programmation, en assistanat de recherche. Puis bientôt, en fait, il va y avoir un chapitre de thèse de doctorat, en fait, 2 chapitres de thèse de doctorat qui vont être, je ne dirais pas liés directement à ce que je suis en train de vous présenter, là, mais vous pouvez vous imaginer dérivés, en fait, autour du même thème de ça, et puis quelques publications là, qui s'en viennent avec les gens qui sont là. Donc, ça conclut ce que j'avais à vous présenter. J'espère que c'était intéressant. Dans les temps, 5 minutes, parfait.